Un seul appel. Et une ville entière brûle. C'est ça la scène. Donald Trump sort devant les caméras et affirme qu'il a parlé directement à Vladimir Poutine. Il annonce une promesse presque irréelle. Pas de missiles sur Kiev pendant une semaine. Une pause dans la guerre. Une nuit de répit. Et pendant quelques heures, l'Ukraine y croit. Volodymyr Zelensky publie un message disant qu'il n'y a eu aucune frappe sur les infrastructures. Comme si, soudainement, tout pouvait changer. Mais voici le détail qui glace le sang. Au même moment, la Russie lance l'une de ses attaques les plus massives. Des missiles balistiques, des drones Shahed, des explosions encore et encore au-dessus de Kiev, des immeubles résidentiels en feu, des familles réfugiées dans le métro sous un froid de moins 22 degrés parce qu'on leur avait dit « vous êtes en sécurité ». Et posez-vous cette question. Si une promesse peut s'effondrer en une nuit, qu'est-ce qui vous protège vraiment, vous, quand les puissants jouent en direct avec la guerre? C'est ici que l'histoire se retourne. Parce que si cette promesse était fausse, alors tout le reste devient beaucoup plus dangereux. Donald Trump ne présente pas ça comme un simple échange diplomatique. Il le présente comme une victoire personnelle. Dans le bureau ovale, il affirme qu'il est totalement blanchi après la publication des dossiers Epstein. Il insiste, comme si ce détail devait tout effacer. Mais en parallèle, un autre fil se tend. Son nom apparaît des milliers de fois dans ces documents, et celui de Vladimir Poutine aussi. Et c'est précisément à ce moment-là que Trump annonce cet appel, cette promesse de cessez-le-feu liée au froid extrême, comme si la météo pouvait suspendre une guerre. Voici le cœur de l'histoire. Ce n'est pas seulement une frappe sur Kiev, c'est un signal. Parce que lorsqu'un dirigeant affirme en public qu'il contrôle la situation, et que la situation explose juste après, ce n'est plus un incident isolé. C'est un modèle qui se dessine. Alors posez-vous cette question. Est-ce que ces promesses sont des négociations ou des pièges stratégiques en plein direct? Et ce qui va se passer ensuite, à Oslo, devant des dirigeants furieux, va rendre ce schéma impossible à ignorer. La vérité, c'est que cette séquence révèle quelque chose de beaucoup plus brutal. Trump n'a pas calmé la guerre. Il a exposé l'Ukraine. Parce qu'après cette promesse, la réalité est immédiate. Une attaque massive, des drones, des missiles, des immeubles résidentiels touchés, des civils dans le métro de Kiev attendant que la nuit passe. Et regardez la contradiction. Trump dit « il a accepté de ne pas tirer pendant une semaine ». Il le dit devant les journalistes, presque comme un trophée diplomatique. Mais quelques heures plus tard, les explosions retentissent. Une journaliste écrit « Trump a dit que Poutine avait promis ». Puis, immédiatement après, la Russie bombarde plusieurs villes ukrainiennes. Notissez ce qu'on ne vous dit pas clairement. Personne ne nie que cette promesse a été annoncée. Personne ne nie que l'attaque a suivi. C'est ça qui change tout. Parce que si une parole donnée devant les caméras ne vaut rien, alors chaque déclaration devient une arme psychologique. Et là, l'histoire bascule. Ce n'est plus seulement une guerre militaire, c'est une guerre de messages, de manipulation, de confiance brisée en temps réel. Et à Oslo, les dirigeants commencent à le dire ouvertement. Et c'est là que la situation s'intensifie. Parce que pendant que Kiev brûle, un autre front s'ouvre, celui des alliances occidentales qui craquent en public. À Oslo, dans une salle où l'on remettait autrefois le prix Nobel de la paix, des dirigeants européens prennent la parole avec une tension à peine dissimulée. Le ministre polonais Sikorski évoque directement Trump. Il dit qu'il pourrait le nommer pour le Nobel, mais seulement si la paix est juste. Et il ajoute « c'est moi qui déciderai ce qu'est une paix juste ». Puis il glisse une phrase presque moqueuse, parlant du Golfe d'Amérique, autrefois appelé Golfe du Mexique. Ce détail semble léger. Mais voici pourquoi il change tout. Même les alliés commencent à parler comme si la réalité américaine devenait instable, imprévisible. C'est une normalisation dangereuse. Parce que ce qui aurait été impensable il y a 10 ans, des partenaires occidentaux ridiculisant ou avertissant Washington en direct, devient soudain ordinaire. Et quand l'ordinaire devient ça, la prochaine étape est toujours plus grave. Et maintenant, la preuve devient encore plus dérangeante. Parce qu'à Oslo, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine qui inquiète, c'est l'idée que les États-Unis eux-mêmes se retirent du monde. Le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre raconte une image précise. Le drapeau américain abaissé devant le bâtiment de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il dit « Quand j'ai vu cette photo, j'ai pensé que c'était très mauvais ». Puis, il lâche la phrase centrale.
Il y aura une nouvelle pandémie. Et l'idée que les États-Unis se défendent en se retirant de la coopération est très sérieuse. Voilà la contradiction. Trump prétend renforcer l'Amérique, mais ses décisions, vues depuis l'Europe, affaiblissent tout le monde, y compris les Américains. Et ce n'est pas une opinion abstraite. Störe parle de sécurité moderne, armes, industrie, mais aussi santé, commerce, technologie. Voici la ligne qui change votre perception. Ce n'est plus seulement une question de missiles, c'est une question de rupture systémique. Quand un pays quitte les structures qui protègent la planète, le vide est toujours rempli par quelqu'un d'autre. Et c'est là que la peur silencieuse monte dans la salle. Et tout s'accélère. Parce que ce n'est pas un seul événement. Ce sont plusieurs crises empilées, presque sans pause. D'abord la guerre, Kiev frappé malgré les promesses. Ensuite, le commerce. La Norvège décrit le retour des tarifs douaniers américains, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis la fin des années 1940. Puis, le choc politique. Ces tarifs sont utilisés, dit-il, comme une arme contre des alliés, pour forcer une perspective sur le Groenland. Écoutez bien ce que cela signifie. Vouloir prendre des terres à l'intérieur d'une alliance. C'est vertigineux. Et pendant que ces tensions montent, un autre chiffre surgit. Selon l'Energy Information Administration, les coûts d'électricité des ménages auraient augmenté de 13% sous Trump. Des factures qui grimpent en plein hiver. Des projets d'énergie annulés. Des États entiers annonçant des hausses. Tout arrive en même temps. La pression monte, les systèmes craquent, les alliances se tendent. Et la seule question qui reste est simple. Que se passe-t-il si cela continue? Et maintenant, tout revient à vous. Parce que derrière les conférences, les missiles, les drapeaux abaissés, il y a une conséquence directe, quotidienne. Quand une guerre, loin de chez vous, fait grimper les prix du carburant, c'est votre facture qui change. Quand des chaînes d'approvisionnement se brisent, ce sont les petites entreprises et les familles qui encaissent le choc. Keir Starmer le dit clairement au Japon. Ces événements internationaux viennent s'écraser dans nos vies. Et ce n'est pas théorique. Dans certains États, les factures d'électricité bondissent de 23%. En Arkansas, cela représente 24 $ de plus par mois. Ailleurs, le gaz augmente encore. Imaginez, un hiver brutal, des millions de personnes perdant le courant. Et au même moment, des décisions politiques retirent des projets énergétiques du réseau. Ce n'est pas une idéologie. C'est le chauffage que vous baissez. C'est la peur de la prochaine facture. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que ce qui se joue ici dépasse les dirigeants. Ça touche la vie réelle. Et la mécanique derrière tout ça est encore plus froide. Voici l'insight que les journaux ne disent pas assez clairement. Ce qui se passe n'est pas seulement une série de scandales ou de crises. C'est un système. Un système où le pouvoir fonctionne par spectacle, par choc, par incertitude permanente. Regardez le mécanisme. Une promesse publique de Poutine relayée par Trump, puis une attaque immédiate. Le message n'est pas seulement militaire, c'est psychologique. Ensuite, des alliés qui parlent de tarifs comme d'armes politiques, des institutions quittées, des drapeaux retirés. Chaque geste crée un vide. Et dans les relations internationales, le vide est toujours une invitation. Sikorski le dit presque brutalement. La seule façon de vaincre et tenir la Russie à distance, c'est de dégrader son secteur énergétique. Tout est levier. Énergie, commerce, technologie, peur. Même l'Arctique devient un terrain de tension croissante. Ce n'est pas un accident, c'est une reconfiguration. Et quand les règles se dissolvent, ceux qui avancent le plus vite imposent la nouvelle réalité. La question est, qui est déjà en train de préparer le prochain mouvement? Et maintenant, l'histoire arrive à un carrefour. Parce qu'à partir de là, deux trajectoires se dessinent. Première possibilité, les alliances se resserrent sans les États-Unis au centre. On le voit déjà. Le Royaume-Uni et le Japon parlent de renforcer la résilience et de protéger un commerce libre et prévisible. Ils évoquent des chaînes d'approvisionnement diversifiées, des minerais critiques, une coopération élargie. C'est un monde où l'Occident se réorganise par nécessité. Deuxième possibilité, la fragmentation s'accélère. Des tarifs utilisés comme chantage, des promesses diplomatiques qui se brisent en quelques heures, des institutions abandonnées, une guerre qui continue de frapper des civils. Dans ce scénario, l'incertitude devient la norme. Et c'est là que le danger grandit. Quand personne ne sait plus si une parole vaut quelque chose, chaque pays commence à agir seul, plus vite, plus durement. On sent déjà que le prochain coup est en formation. La seule question est, qui le fera en premier? Voici la vérité la plus mémorable de toute cette histoire.
Le monde ne tremble pas seulement à cause des missiles. Il tremble parce que la confiance s'effondre. Une promesse de pas de frappe sur Kiev se transforme en nuit d'explosion. Un drapeau abaissé à Genève devient le symbole d'un retrait. Des alliés parlent ouvertement de guerre commerciale, de tensions arctiques, de nouvelles unions sans certitude. Tout cela raconte une seule chose. L'ordre d'hier n'est plus garanti. Et quand les règles disparaissent, ce sont les citoyens ordinaires qui paient d'abord, en sécurité, en énergie, en stabilité. Ce qui vient ensuite dépend du prochain mouvement, du prochain mensonge, du prochain choc. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se prépare derrière ces scènes, abonnez-vous, suivez et restons ensemble sur la prochaine couche de cette histoire. Parce que ce n'est clairement pas fini.